vendredi 23 août. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour les Pays-Bas. Au cours des prochaines minutes, on met la table pour le week-end de course et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. C'est le temps d'aller rejoindre notre collaborateur qui est avec nous à tous les vendredis lorsqu'il y a des grands prix. Question de mettre la table pour vous. On se tourne vers notre pilote favori ici au F1 Podcast, c'est-à-dire Jean-Christophe Trahan, champion de la série F2000 et le dernier pilote à avoir remporté le Grand Prix du Canada à Montréal. Comment ça va, Jean-Christophe? Ça va merveilleusement. J'espère que toi aussi, mon Martin. Ça va super. Le soleil est revenu. On a eu de la pluie toute la semaine. Puis Yes. il n'y a pas juste le soleil qui est de retour, il y a aussi la F1 dans ce temps-là. C'est un mix parfait. On peut dire que c'est le cocktail parfait pour des gars comme toi et moi. Oui, exact. On va l'apprécier comme on peut. Puis, regarde, c'est un cocktail qu'on va pouvoir apprécier. Exactement. Puis écoute, il y a plusieurs sujets cette semaine. Heureusement, parce que les séances de libre, on va en venir un peu plus tard, mais ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est très dur de tirer des conclusions. On va quand même donner nos analyses sur ce qu'on a pu apercevoir, mais avec les forts vents qui frappent la région de Zandvoort présentement. Donc, c'était des journées aujourd'hui là, que c'était assez dur de voir qui étaient vraiment les forces en présence. On peut avancer là, avant même de se lancer là-dedans que les forces qu'on connaissait avant la pause en sont les mêmes. Il n'y a pas eu de grands changements à ce niveau-là. C'est sûr que les écuries, lorsqu'on arrive dans la pause d'été, bien, on est frappé par un article placé par la FIA qui empêche tous les équipes de commencer à développer leur voiture pendant au moins 14 jours. Donc, pendant cette pause-là, là, qui dure un peu plus de 3 semaines, il y a bel et bien un 14 jours où personne n'a travaillé. Donc, si certains croyaient que peut-être Aston Martin pouvait rejaillir et sortir un lapin de son chapeau et revenir en force, mais il fallait que ce soit des choses qui étaient faites avant cette fameuse pause-là parce qu'il n'y a pas eu grand temps où que les écuries ont eu le temps de travailler. On parle d'Aston Martin à toutes les fois que le nom de l'écurie du propriétaire montréalais Lawrence Stroll est sur nos lèvres, ben, il semble que le nom d'Adrian Newey est jamais bien loin. Du moins, tout au long de la pause d'été, certains ont avancé que c'était fait, qu'il avait signé une entente de 100 millions de dollars qu'il avait accepté. Son manager, son gérant, Eddie Jordan, est sorti dans le podcast de David Coulthard pour mentionner que si Adrian Newey avait signé un contrat, ben lui, il n'était pas au courant. Donc, on se doute bien que si l'agent n'est pas au courant que son client a signé un contrat de 100 millions de dollars, c'est qu'il ne l'a pas signé, ce fameux contrat-là. Et puis là, tout d'un coup, ben, les nouvelles sont revenues que tout est toujours sur la table et on a même Alpine, Flavio Briatore qui aurait rentré dans le dossier qui tenterait de soutirer les services d'Adrian Newey. Son contrat finit avec Red Bull, on l'a fini, on a pris une entente pour mettre fin à cet engagement contractuel-là qui va prendre fin au début de l'année 2025. Je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu y crois, toi, que Alpine pourrait aller chercher les services d'Adrian Newey ou selon toi, c'est toujours entre Aston Martin et la retraite? Ou peut-être encore Ferrari, même si Eddie Jordan a dit que si un jour il va en Italie, ça serait plutôt pour faire du bateau et non pour construire des Formule 1. C'est vraiment encore un débat très intéressant pour pouvoir juste pouvoir se lancer la balle du genre de monde de possibilités dans lequel Adrian Newey se trouve. Moi, je suis toujours de l'opinion que lui, il n'y a plus rien à prouver. Tout ce qu'il y a maintenant, c'est d'être vulnérable à des situations d'équipe plutôt précoces et en danger pour pouvoir juste finir sa carrière sur un mauvais pied. Moi, si j'étais Adrian Newey, là, je suis dans une équipe qui a dominé le sport comme jamais avant, jamais auparavant. Et là, je me mettrais dans une situation délicate pour pouvoir sauver une équipe quand j'ai comme 65 ans. Moi, je ferais jamais. Personnellement, j'essaie de me mettre dans les souliers d'Adrian Newey, je ferais jamais ça. Ça serait vraiment difficile pour moi d'avoir quelqu'un comme lui qui viendrait dans une équipe en difficulté pour pouvoir essayer de la redresser à l'âge qu'il a. Parce Ouais, que même si, comme on dit, il connaît un succès court, il n'y aurait jamais le temps vraiment de la redresser à un point où il faut voir que ce soit dans la forme d'une équipe comme une Red Bull. Donc, je ne verrais pas pourquoi est-ce qu'il se mettrait en danger, mettrait sa réputation, son leg dans le sport en danger. Pourquoi, dans le fond? Pour pas grand-chose. ouais, je te comprends là-dessus. Dans le fond, il y a plus à perdre qu'à gagner. Il a déjà tout accompli. Donc, la seule chose qui va Totalement. arriver, il se présente chez Alpine.
où chez Aston Martin, on commence à avoir du succès, ben on va faire ah ah, on le savait, c'est Adrian Newey. Puis s'il arrive là-bas puis ça fonctionne pas, ben on va dire ah, ben Adrian Newey était peut-être pas si bon que ça, ou Adrian Newey, moi ça serait pas mon opinion parce que je pense qu'il a quand même accompli tellement qu'on pourrait pas faire ça, sauf que quand même il viendrait entacher un petit parcours, les gens diraient ah, c'est la saison de trop, comme on fait avec les athlètes aussi lorsqu'on décide de de prolonger un séjour dans le sport. Fait que selon toi, Exact. il y a trop à perdre, il devrait se retirer et aller profiter de son bateau. Exactement. Il a tout fait ce qu'il avait à faire dans le sport. Il est de manière, pour moi personnellement, incontestable, le meilleur designer automobile de course qui a jamais existé. Gordon Murray pourrait peut-être avoir un argument contre, mais lui, il a juste une bonne voiture vraiment qu'il a faite. Adrian Newey en a plusieurs à répétition sur des longues durées. Moi, si j'étais sur le dessus de ma montagne, j'étais le roi de la montagne, je voudrais quitter comme le roi de la montagne. Je voudrais pas attendre de redescendre un peu, voir si ça remonte un peu plus avant de savoir qu'il n'y a pas vraiment. Donc, moi, c'est juste mon opinion, mon humble opinion, mais je verrais pas pourquoi quelqu'un d'intelligent, d'astucieux comme Adrian Newey se placerait dans une manière vulnérable comme celle-ci. Puis juste en terminant sur ce sujet-là, je te pose la question pareil. Si je t'ai mentionné Aston Martin puis Alpine, on sait que c'est deux écuries présentement qui se cherchent. Du côté d'Alpine, on a des décisions qui se prennent d'aller vers Mercedes. Du côté d'Aston Martin, ben, on est cinquième. On n'a pas bougé au classement, mais on tourne en rond, même si on a Honda qui s'en vient. Ça, c'est des situations un peu particulières des deux. Est-ce que tu aurais la même opinion si tu te repositionnes encore dans les souliers des Newey? Aurais-tu la même opinion d'aller chez Ferrari? Est-ce que Ferrari aussi, ça serait pour toi aussi un trop grand risque pour ta carrière ou tu le verrais sur peut-être un coup de circuit plus facile à avoir que les deux autres écuries, que les deux autres options? Honnêtement, à part McLaren et Mercedes, qui rendu là, il y aurait un rôle superflu. Je Ouais. verrais, encore une fois, même Ferrari, même si autant que je les aime, je trouve que c'est encore un gros risque. Il n'y a pas une, comment dire, une situation miraculeuse à réparer que là, tout d'un coup, là, ça va devenir une équipe qui va pouvoir aller avoir des podiums garantis à chaque week-end. Donc, pourquoi se mettre dans une situation-là délicate? C'est le Non, je te même comprends. principe. À moins que ce soit top deux équipes, c'est un risque à prendre. La course, c'est un calcul de rapport de risque et de récompense. Puis, en tout cas, à part une équipe en avant, le risque est trop grand pour moi. Parfait. Autre nouvelle aujourd'hui qui est tombée, ben, on l'attendait depuis un certain temps. Tu m'avais même vendu la primeur il y a depuis déjà plus d'un mois. Tu me l'avais donné grâce à des sources qu'on ne révélera pas. Mais comme quoi, Ouais. Jack Doohan serait le prochain pilote Alpine. Il a été confirmé, 21 ans. Il sera le coéquipier de Pierre Gasly la saison prochaine. Il va succéder à Esteban Ocon qui quittera pour l'écurie Az. Euh, c'est le fils du cinqutuple champion du monde, Mick Doohan, qui a été un champion coureur à moto. Jake Doohan a déjà une relation avec Oliver Oaks, qui a été confirmé dans ses fonctions durant la pause d'été, le nouveau directeur de l'écurie Alpine. Les deux se connaissent déjà puisque Doohan était un de ses pilotes de l'écurie Hightech GP en Formule 3 asiatique. Si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, c'est le championnat 2019 où il avait terminé à 25 points de la tête. Donc, il avait failli remporter ce championnat-là. Les deux se connaissent déjà, ont déjà une relation. Si je te demande de te prononcer un peu sur Jack Doohan, c'est pas un pilote que bien des gens connaissent, là, cet Australien. Là, il est arrivé un peu dans le décor dans les derniers mois à Montréal. On lui a demandé de faire des séances d'essai libre lorsqu'il avait un conflit entre Ocon et l'écurie Renault, l'écurie Alpine. Donc, est-ce que tu as été surpris de ça? Oui, tu avais eu la nouvelle, mais est-ce que tu aurais pensé qu'il y aurait eu d'autres options sur le marché ou c'est la meilleure option possible pour Alpine présentement? Je dirais la meilleure option marketing pour eux, vu son succès sur les médias sociaux et aussi sa présence en général, pour ceux qui le connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il sort petit peu de nulle part. Il avait des bons résultats en Formule 2, une ou deux victoires, mais rien à, comment dire, enflammer la terre du nom de Jack Doohan et que tout le monde puisse juste le reconnaître avec ses performances. Mais je trouve pas que c'est une mauvaise décision ou une bonne décision pour autant. Le temps va vraiment le dire parce que c'est vraiment c'est sur la clôture. C'est soit il peut être un petit peu décevant et proportionnel à ses manières décevantes, mais proportionnellement à ses résultats, ou c'est quelqu'un qui on n'a pas vu qu'est-ce que le management a vu. Et là, finalement, en Formule 1, il peut pouvoir montrer
à la lumière du jour la grandeur de son talent que juste le management a vu. Ça va être un ou l'autre. Moi, d'après moi, il va être dans la première année en moyenne 3 dixièmes à une demi-seconde, peut-être même 3 dixièmes à 4 dixièmes de Pierre Gasly en qualif, des fois plus proche, des fois plus loin. Il va peut-être devoir se rapprocher un petit peu, mais je pense pas qu'il va, personnellement, être comme une vedette qui va pouvoir prendre, qui va être sur les lèvres de tous les reporters ou les gens, les analystes de F1. Je pense qu'il va juste bien prendre son rôle, qui va être quelqu'un qui ramasse déjà des bonnes données. Ça fait déjà longtemps, ben longtemps, un an ou deux, qui travaille comme pilote de réserve pour Alpine. Mais rien pour penser que c'est un talent générationnel pour autant, selon moi. Ben, lui, il a réussi son pari d'une certaine manière parce que il était, Il a euh, attendu. il était dans le Red Bull Academy, puis il a décidé de quitter l'Académie Red Bull en pensant qu'il aurait une meilleure opportunité de gravir les échelons en allant avec l'entreprise française. On est forcé d'admettre qu'il a réussi son coup. Est-ce qu'il aurait eu une opportunité dans un avenir approché chez Red Bull aussi? Qui sait avec l'incertitude de Sergio Perez, même si on le confirme toujours et on semble vouloir le garder chez Red Bull, il y a toujours un nuage qui plane au-dessus de ça. L'échiquier pourrait se bouger très vite chez Red Bull aussi. Peut-être qu'il aurait pu monter, mais là, il a réussi. Il va avoir un volant en F1 la saison prochaine. Ce que je comprends, ce que tu me dis, même si l'expression est un peu boiteuse en Formule 1, de dire il n'a rien cassé, ça peut sembler positif, mais je le dis d'un côté un peu plus dans le sens que c'est pas un Oscar Piastri. Quand on pense qu'Alpine avait un gars comme Piastri dans leur organisation, qu'on a tout simplement laissé filer parce qu'on a fait une erreur de paperasse, une erreur contractuelle, puis on se ramasse que notre pilote, c'est Jack Doohan. Ben, ce que je peux comprendre, c'est que à l'échange, Alpine perd encore, là. Oui, exact. Alpine s'est retrouvé sur la main courte de plusieurs transactions, deals ou juste évolution d'équipe promise en parenthèse. Moi, c'est plutôt comme le dernier meilleur choix, Ouais. techniquement. Il y a tout à nous prouver en même temps. Il y a rien à perdre. Il a gagné son pari, comme tu dis, évidemment. Il a changé d'équipe et là, il est rendu avec un siège en F1, qu'on le veuille, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il y a un siège en F1, contrairement Exactement. à plusieurs champions de F2 ou plusieurs autres bons pilotes à travers le monde. Mais il y en a un. C'est peut-être pas quelqu'un de la trempe d'un Oscar Piastri lors de son parcours de développement dans les formules de développement, justement. Mais tout de même, il y a eu des bons résultats. Il y a une bonne cote pour autant. Il a pu garder sa bonne cote comme pilote de réserve assez pour pouvoir se mériter un siège, mais j'ai l'impression que c'est presque une question de ah ben là, si on n'est pas pour avoir l'air hypocrite, on va au moins prendre un pilote de notre banque de pilotes. Hmm. Et le premier en liste, c'était Jack Doohan. Il a fait des essais libres. C'était pas vraiment une surprise, mais en même temps, lui, il a bien placé ses pions pour pouvoir se retrouver dans cette situation-là. Ouais, il était quand même, comme on peut dire, le plan de rechange, là, parce qu'on a été jusqu'à la dernière minute pour aller du côté de Carlos Sainz. C'est compréhensible, là. Carlos Sainz il est un pilote déjà établi en Formule 1. Il a déjà remporté des Grands Prix. Donc, à ce moment-là, ouais, c'est ça. Bon, on va voir, le temps nous dira, mais je pense qu'on a quand même la même évaluation pourtant présentement de Jack Doohan s'il reste à prouver qu'est-ce qu'il peut nous montrer et si c'est un pilote qui va ne faire que passer en F1 ou il va réussir à s'établir aux côtés de Pierre Gasly. J'aime aussi ton analyse, là, j'ai hâte de voir ça la saison prochaine. Je pense que le fait de peut-être être à pratiquement une demi-seconde, peut-être dans les premiers Grands Prix, puis si on voit au cours de la saison, ça devrait descendre puis s'en aller peut-être à 3 dixièmes, à 2 dixièmes près de Pierre Gasly, mais de ne pas s'attendre à ce qu'il soit nécessairement une compétition directement à son coéquipier là, dès les débuts. C'est pas quelque Ouais. chose. En tout cas, ça serait une surprise. Moi, je dirais au début, au meilleur, 2 dixièmes et demi, 3 dixièmes, et au pire, une demi-seconde. C'est Demi-seconde. mon évaluation, mon humble évaluation, puis je pense pas vraiment être vraiment loin de la potentielle vérité. Ben, c'est pas si mal que ça parce que Sergio Perez fait ça chez Red Bull. Oui, il est à côté de Max Ouais, Verstappen, puis mais c'est quelqu'un, il est plus vieux que je t'appelle aussi. Bon, mais ça, oui, c'est un autre cas. exactement. C'est pas l'expérience qui lui manque. OK, si Non, on exact. continue le sujet de la journée qui a retenu l'attention, c'est épouvantable là, ce qui se passe là, du côté de l'écurie Haas. Pour une mise en contexte, pour les gens qui n'ont pas entendu parler de l'histoire, il y avait un commanditaire de l'écurie américaine qui s'appelait Uralkali
Uralkali, c'est une compagnie qui est détenue par le père de l'ex-pilote de Formule 1, celui qui n'a fait que passer, que tu as d'ailleurs mentionné comme étant ton WOT, pratiquement ton worst of all time, du moins un de tes pires de tous les temps, que tu as eu la Certain. chance ou la malchance de voir en F1. Et Nikita Mazepin, eh bien, c'est son père qui commanditait l'écurie où son fils pratiquait le métier, pratiqué entre parenthèses, bien sûr, parce que ça avait vraiment l'air juste des pratiques. Mais à ce moment-là, ce qui est arrivé du côté de Uralkali, c'est que lorsqu'il y a eu le conflit qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, un conflit politique, eh bien, à ce moment-là, on a décidé que c'était pas bien de prendre cet argent-là et d'afficher les couleurs de la Russie sur nos voitures. C'était pas juste une décision de Haas. Il y a aussi toute la ligue, la série F1 Liberty Media qui était là-dedans et toutes ces choses-là. On a décidé eh bien, de faire patte blanche et de dire on décide de se débarrasser de ce commanditaire-là. Puis en plus, on a réussi un bon coup du côté d'Az aussi. C'était une question de mettre fin, de se débarrasser de Mazepin, qui était probablement inévitable. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a dit c'est beau, c'est fini, on déchire le contrat, sauf qu'on n'a pas remboursé les 12 millions de dollars, les 12 millions qu'on avait déboursés pour avoir notre nom, le nom d'entreprise sur la voiture. Ça, c'est quelque chose, un petit détail qu'on a oublié. Puis là, Az s'est défendu en disant, ah ben nous, on n'est pas obligé de remettre le 12 millions, on n'est pas capable de le remettre parce que tout ce qui est en Russie, cet argent-là est gelé par les gouvernements, donc on a essayé, mais on peut pas. Il y a un domaine juridique en Suisse qui a décidé de s'en mêler. Puis devant ce rassemblement arbitraire-là, eh bien, ce qu'on a tranché, c'est que, bien sûr, Az devait remettre les 12 millions à Uralkali. Là, ça n'a toujours pas été fait. Donc, on a pris d'autres moyens du côté de Dimitri Mazepin et on a demandé de la justice néerlandaise de saisir les voitures de l'écurie Az. La chance dans cette malchance-là, c'est qu'on a au moins mis que cette règle-là, donc ce droit-là de saisir du matériel va tomber en vigueur à la fin du Grand Prix des Pays-Bas. Donc, pour l'instant, on va être capable de courir la fin de semaine, mais à compter du Grand Prix d'Italie qui tombe la semaine prochaine, on est en grand danger. Là. Si on n'a pas de voiture et on n'a pas notre matériel, bien sûr, on ne pourra pas courir, on ne pourra pas participer à ce Grand Prix-là. Ce qui est épouvantable à croire dans une série comme la F1 qu'on en est rendu là. Hier, il y avait des huissiers qui se promenaient dans les paddocks et qui faisaient des évaluations du matériel pour savoir combien ça vaut, combien il faut qu'on en prenne pour être capable de rattraper ces 12 millions-là de dollars, pour être capable d'aller rechercher la somme que Haas nous doit. Je sais déjà ton avis, mais je te demande de te proposer là-dessus pareil. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Pour accorder le moins d'importance possible à ce genre de personnes-là, tout ce que je peux dire, c'est que c'est très dommage, mais c'est drôle. C'est très cocasse comme situation. J'ai l'impression d'une certaine manière, ils reprennent un peu le karma qu'ils ont amassé les deux, père et fils, à travers leur vie. Ouais. Et ben, tant mieux s'ils se retrouvent dans des situations délicates parce qu'ils ont des dizaines de milliers de dollars en perte. C'est comment dire, tout le monde a son droit à son opinion, tout le monde a droit à son jugement de valeur approprié par rapport à la situation. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, construite avec des antécédents du père Mazepin à travers sa vie et la recherche que j'ai faite. Et ça me dérange pas vraiment. C'est vraiment pas une situation à laquelle j'accorderais beaucoup d'importance, même si techniquement c'est important pour Haas. Mais mais comme tu dis, au niveau de la F1, à la prestance d'une série comme la F1, d'avoir à dealer avec quelque chose comme des huissiers, c'est un peu farfelu. On est rendu là. D'après moi, ça va se régler un petit peu en catimini parce que c'est déjà assez gênant comme situation. Ouais. On peut pas l'escalader plus, donc on verra comment ça va, mais je pense pas qu'on va vraiment avoir quelque chose de plus gros que juste une conclusion vraiment, vraiment douce et en retrait. On va dire Non, ça parce comme que ça. là, tu sais, moi, d'un certain sens, on ne peut qu'en rire, mais en même temps, je trouve pas ça vraiment drôle, dans le sens qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens d'en arriver là. Az, on dirait qu'on réinvente des façons de s'humilier. Ouais, Pour une fois qu'on passait à autre chose, qu'on se dit on a Hayao Komatsu, un directeur qui semble emporter la voiture, l'écurie dans le bon sens. On a perdu Nico Hülkenberg, mais on va toucher du bois pour cette écurie-là qui réussit à aller signer un gars comme Esteban Ocon. On continue de réussir à attirer quand même des vétérans, des gars qui ont roulé leur boss en F1, qui sont des pilotes de Formule 1. Et on n'est pas obligé d'aller justement signer des pilotes de Formule 3 parce qu'on n'a pas d'argent. On est capable de continuer à attirer des gens. On pense qu'on va sortir finalement de ce fameux nuage-là au-dessus de notre tête. Puis finalement, là, c'est rendu qu'on ça se peut qu'on n'ait même plus de voiture, qu'on fasse saisir nos autos. Fait que ouais. oui, du côté Les de squelettes dans le placard sont malheureusement revenus, c'est trop ça. présents.
C'est ça. Exact, Puis, du exact. côté de Dimitri Mazepin, j'ai pas de problème avec ça dans le sens que je comprends ton opinion de dire que ce gars-là mérite peut-être pas ces 12 millions de dollars-là, sauf que du côté juridique, ça a été, il y a quelqu'un qui a tranché, qui a dit, il les mérite, il faut qu'il ait cet argent-là. Puis de l'autre côté, tu as Ginaz qui dit, pourquoi tu vas risquer d'entacher ta réputation, perdre 12 millions de dollars? Ça commence à me dire, tu les as pas, tu l'as pas cet argent-là de bord. Fait que c'est pour ça que je te rapproche là-dessus de dire, c'est certain que ça va se régler. Ça va se régler qu'il y a Liberty Media, il y a quelqu'un qui va sortir quelque part de là, puis qui va dire, écoute, Ben, moi, hey, la garderie, ça va faire, là. ça va Exact. faire. Puis il y avait Kevin Fontaine, notre collaborateur au F1 Podcast, que tu connais bien toi aussi, là, bien sûr, qui fait partie de l'équipe, qui me mentionnait aujourd'hui, il dit ça va finir que Mazepin va essayer de racheter l'écurie Haas. On sait que ça arrivera pas là, mais je comprends ce qu'il veut dire dans le sens que c'est un peu, c'est quasiment ce qu'il est en train de faire. Il va saisir l'écurie, il va Ouais, essayer de prendre une partie là-dessus pour après ça essayer de négocier puis remettre son fils en F1, ce qui n'arrivera pas, totalement. bien sûr. Mais tu dis, c'est tout quelque chose que c'est invraisemblable de penser qu'on en arrive là aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec toi, on a peut-être passé trop de temps là-dessus. C'est un sujet qu'il fallait aborder. C'est un sujet qui est gênant Oui. pour le sport présentement. Puis c'est ça, c'est digne d'une télé-réalité plutôt que de la plus belle série au monde, ben, une des plus belles séries dans le monde de l'automobile, c'est-à-dire la F1. Les F1 vont prendre le circuit de Zandvoort d'assaut au cours du week-end, c'est-à-dire la 15e manche du championnat. Déjà, 15e manche sur une saison de 24 courses, une série historique. Le circuit de Zandvoort, eh bien, c'est un circuit de 4,2 km de long. 59% du tour se déroule à plein régime. On peut atteindre des vitesses de 334 km à l'heure. On a 14 virages, dont 4 à gauche et 10 à droite. Et c'est la 34e édition du Grand Prix des Pays-Bas. Ils ont tous eu lieu à Zandvoort, même s'il y a eu des configurations du circuit qui ont changé, mais ça fait partie du top 10 des endroits les plus courus dans le championnat du monde de Formule 1, avec des places bien sûr comme Monza, Silverstone et les autres que vous connaissez déjà. Eh bien, les gommes pour le week-end qui ont été choisies, c'est des gommes dures. Qu'est-ce que ça vient changer la donne? Ben, ça vient peut-être affecter Red Bull. On sait que depuis le début de la saison, aussitôt qu'on a des gommes plus dures, que les composés choisis par Pirelli ne sont pas nécessairement favorables pour l'écurie autrichienne. C'est ce qu'on a vu, du moins depuis le début de la saison. Donc, c'est quelque chose quand même à prendre en considération. Pourquoi on a choisi ces gommes-là du côté de Pirelli? Ben, c'est qu'on a des virages qui sont inclinés. Quand on dit incliné, là, si on prend pour comme comparaison, l'ovale d'Indianapolis, eh bien, qui a des virages avec des angles de 9,2 degrés. Ben, du côté de Zandvoort, où les voitures de F1 vont courir au cours du week-end, eh bien, le virage 3, c'est un angle de 19 degrés. Et au virage 14, c'est un angle de 18 degrés. Donc, c'est très prononcé. Pourquoi qu'on a fait ça? C'est qu'on manquait de zones de dégagement lors des Grands Prix. Et le bon vieux Charlie Whiting, qu'on a perdu, qui est malheureusement regretté, avait soumis l'idée de dire mais si on faisait des virages inclinés, on pourrait peut-être sauver le circuit de Zandvoort qu'on avait délaissé en 1985 du côté de la Formule 1. On a fait un retour en 2021 et c'est du moins à cause de cette nouvelle configuration-là qui rend ça très intéressant à regarder à la TV. Si on est à 40 minutes d'Amsterdam, une ville de party où les gens sont heureux, à ce moment-là, ben, ce que ça fait, c'est que ça crée une ambiance de rave un peu partout. Les gens vont à la plage. C'est un circuit qui est construit sur les dunes de sable de Zandvoort. Et à ce moment-là, bien, la musique techno est omniprésente. Et les fans de Max Verstappen, qui est le roi sur place, c'est vraiment le roi parce qu'il vient de là. Il est aussi le roi sur le circuit, puisque c'est lui qui a remporté les 3 éditions depuis que la F1 a décidé de rajouter les Pays-Bas à leur calendrier. C'est malheureusement un circuit qui est avec un risque de disparaître au cours des prochaines saisons. On a un contrat qui finit en 2025 et tout comme Silverstone, eh bien, ils sont les 2 seuls Grands Prix à ne pas avoir d'aide du côté des gouvernements. Donc, on doit débourser nous-mêmes le 32 millions de dollars afin d'attirer le grand cirque dans notre pays. On a refilé une partie de la facture à nos partisans avec une taxe de 9 qui a bondi à 21 cette saison. Est-ce qu'on va être capable de continuer de faire ça, c'est-à-dire de faire payer les gens pour être capable d'attirer le Grand Prix sans que les gouvernements s'en mêlent?
on en doute, on pense que on peut plus vivre comme ça et qu'on va nécessiter de l'aide au cours des prochaines années. C'est ce que le directeur du Grand Prix demande. C'est un cri du cœur qu'il a fait, que s'il veut se réentendre avec la Formule 1, il devra avoir une meilleure coopération de la part de son gouvernement pour s'assurer que on puisse revoir Max Verstappen, non seulement lui, mais aussi les 19 pilotes, courir à Zandvoort au cours des prochaines saisons. Quand je dis que Verstappen est le roi, oui, bien sûr, il vient de là. Oui, bien sûr, les partisans sont unanimes pour lui. On voit les gradins remplis de chandail orange, mais c'est aussi, je disais, il a remporté les 3 éditions. S'il en remporte un autre au cours de cette saison, eh bien, il va égaliser le record de l'Écossais Jim Clark qui avait remporté 4 victoires. Il l'avait fait en 5 ans. Et si Verstappen réussit à en remporter une quatrième ce week-end, il l'aurait fait en 4 ans, donc il battra ce record-là. De ton côté, Zandvoort, c'est un circuit que tu apprécies. Est-ce que c'est un circuit que tu t'en sors bien sur les simulateurs ou c'est un circuit que tu essaies d'éviter? C'est un bon, c'est une bonne manière de l'amener. Je trouve que c'est un circuit qui est intéressant dû à sa nature euh, de façon ancienne et sinueuse et rapide. C'est une bonne manière de dire aussi les virages en angle, les virages en banking, comme on dit. Ils ont pu sauver le circuit pour qu'il soit amené, mais ils n'ont pas sauvé le poignet de Ricardo l'année passée. C'est un petit peu sa carrière, malheureusement. Oui, tu as raison. C'est pas Cependant, suffisant encore. ouais, non, ça a quand même coûté cher, là. Mais ça pour dire, je trouve que c'est un bon circuit dû à la nature du fait que c'est un peu comme un petit Monaco. Un peu comme en Hongrie aussi, c'est un circuit sinueux dont on ne peut pas minimiser l'importance de la qualification et aussi de l'ordre sur la grille. Donc, ça donne beaucoup plus de pression à l'équipe de pouvoir régler les réglages de la voiture pour qu'il soit le plus tôt possible, le plus dans la fenêtre pour avoir un bon temps le plus rapide. Avec les grands vents, ça a été très difficile, selon moi, d'avoir n'importe quelle données qui sont efficaces ou qui donnent un rendement qui a de l'allure. Mhm. Donc, ça va être très intéressant. Moi, je suis convaincu qu'un gars comme Verstappen, même si Red Bull n'a pas l'air plus que ça dans la course, ça va être intéressant de voir à quel point ils vont être capables, comme Verstappen sait bien faire, de pouvoir sauver les meubles, faire un peu qu'est-ce qu'il sait faire de mieux, de pouvoir sortir un chat de son chapeau, puis de pouvoir aller chercher un bon résultat, même remonter un petit peu, peut-être un peu de brillance du côté du mur des puits de chez Red Bull. Mais on peut pas non plus sous-estimer l'importance de la remontée de McLaren et de Mercedes. Je pense qu'il va être aussi très difficile et très coriace. Mais j'ai toujours l'impression que Red Bull a un an dans leur manche de plus pour une raison que j'ignore, même si les derniers week-ends, ils ne l'ont pas vraiment montré. Ils ont beaucoup de bons résultats à ce circuit-là et j'ai vraiment aucun doute qu'ils vont être capables de pouvoir au moins être dans la course. Si c'est pas le ou les plus grands prétendants, je dirais le, pas les, parce que Sergio Perez, on s'entend, il va. Excusez-moi, je vais vous donner un petit peu un avant-primeur. Il va se qualifier comme 12, 13, 15, 16, puis il va pas vraiment remonter, surtout Non, pas dans le vent. Mais moi, Verstappen, lui, va être s'il sort de capable. la Q3, je vais être impressionné. Je pense pas qu'il sorte de la Q3, Ouais, de exact. la Ça Q1, va être excuse-moi, de la Q1 chez lui. une Ouais. exception. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ça va être une exception, malheureusement, pour lui. Ouais. Mais cependant, la Red Bull qui a des chances d'être en prétention, d'après moi, va pouvoir nous faire surprendre un peu. Et heureusement pour les autres équipes, eux autres, ils ont 2 chevaux dans leurs écuries et non une. Donc, eux autres vont être capables de pouvoir être un petit peu avantagés côté artillerie. Et d'après moi, ça va faire une petite différence à la fin, à moins que Verstappen vraiment va sortir ce qu'on appelle une masterclass, encore une fois, à Zandvoort, et pouvoir montrer pourquoi est-ce que c'est un triple champion du monde. Les caractéristiques du circuit, là, c'est sûr qu'ils sont pas pareils comme Spa. Sauf qu'il faut garder en considération quand même que Max Verstappen, OK, il avait un nouveau groupe motopropulseur pour ce Grand Prix-là. On avait changé la chambre à combustion. Il a quand même réussi à signer une pole position en qualification c'était une demi-seconde en moyenne sur tous les adversaires. C'était quand même quelque chose quand on pense que Red Bull est Ouais. peut-être plus dans le coup. Ça regarde quand même un petit bémol de dire il y avait de la puissance, là, il y avait quelque chose en réserve. Là. On a réussi. Oui, c'est Spa, oui, les tours sont plus longs. Donc, ça paraît à ce moment-là, quand on est capable d'avoir un avantage, le moteur en donne un aussi. Je suis tout conscient de ça, sauf qu'une demi-seconde, c'était quand même beaucoup. Et puis, ce qu'il faut remettre en perspective, c'était sous la pluie.
qu'il a fait ça, donc dans des Oui, conditions pas faciles. Donc, tu fais bien d'apporter Red Bull. Il y a le fait que cette semaine, comme j'ai dit, on roule sur les gommes plus dures. Je sais que ça a été compliqué au cours de la saison, donc c'est pour ça que j'ai certains doutes, mais comme aujourd'hui, c'est très dur là, de sortir une évaluation de ce qu'on a vu aujourd'hui. Avant que je passe le classement d'aujourd'hui de la deuxième séance de Célib qui a été la plus représentative parce que la première, il y avait de la pluie. C'était pas facile, les vents, la pluie, tout ça. La deuxième s'est déroulée dans le sec, mais les vents étaient toujours présents. Donc, on va quand même analyser plus la deuxième, comme on le fait toujours. On a l'habitude de faire ça ici au F1 Podcast. Je regarde les améliorations avant. Red Bull a apporté quelque chose. C'est assez simple, en gros. C'est qu'on a repris la configuration qu'on avait au Grand Prix d'Hongrie. Si vous vous rappelez, on en avait parlé. Ces fameuses bosses, là, les canons à air qui sont de chaque côté de la carrosserie, là, du moteur, à l'arrière, le couvert moteur. Ben ça, ils sont partis. On les a pas comme au Grand Prix d'Hongrie, c'est notre configuration à appui élevé, à grosse appui aérodynamique. Donc, tu le mentionnais, c'était une analyse à point de dire que c'est un circuit qui est semblable, sinueux, et avec on a besoin beaucoup d'appui comme en Hongrie. Donc, c'est ce que Red Bull pense aussi. On a apporté une configuration la même qui était lors de notre passage justement là-bas. McLaren, ben, on a quand même des bonnes améliorations. Là. On a changé, on a travaillé les suspensions, la géométrie des suspensions. On a travaillé quelque chose, quelques parties de la voiture, donc toujours pour gagner de la performance et être mieux adapté à ce type de circuit-là. Du côté d'Alpine aussi, on a fait des bonnes modifications. Ceux qui en ont apporté le plus, là, soyez pas surpris si du moins ils jouent gros au cours du week-end, c'est Williams. Williams, on a énormément de modifications, autant d'un nouveau plancher, nouvelle suspension, on a changé énormément de choses. Donc, du côté de Williams, soyez pas surpris si on voit des meilleurs résultats. Du moins, on l'espère pour eux. RB, c'est quand même assez simple. C'est plutôt, on veut s'ajuster aux configurations du circuit. Puis du côté de Haas, ben, on a apporté quelque chose, quand même, des bonnes améliorations à la voiture. Malheureusement, c'était peut-être pas le meilleur week-end quand on sait que quelqu'un attend pour saisir leur matériel. Peut-être qu'on aurait dû attendre un week-end de plus avant d'apporter du nouveau matériel du côté de l'écurie exact. américaine. Pour ce qui est du classement aujourd'hui, eh bien, George Russell a été le plus rapide dans la deuxième séance d'essai libre. Il a devancé Oscar Piastri par seulement 0,061, donc très, très près. Hamilton, lui, est pas très loin derrière à 1 dixième. Ensuite, c'est Norris, lui, qui est à 2 dixièmes et demi. Ensuite, même chose, Max Verstappen, un peu plus que 2 dixièmes et demi. Ils sont pas mal tous là aux alentours des mêmes résultats au point de vue vitesse. Où ce que on vient trancher le peloton, ben c'est où qu'on le tranche depuis déjà le début de la saison, c'est-à-dire à la cinquième position. Passer la cinquième position, quand on regarde, c'est Fernando Alonso qui est sixième. Et là, lui, on commence à tomber au-dessus de la demi-seconde. Il est même à 6 dixièmes et demi de la première position, suivi par Tsunoda, septième, Magnussen, huitième, neuvième pour Leclerc, dixième pour Albon, onzième pour Stroll. Tu le disais, douzième pour Perez. Ton analyse était bonne, du moins si la tendance se maintient, ça devrait être aux alentours de Je là. savais même pas en plus. Ouais, c'est aux alentours de là qu'il devrait prendre le départ. Donc, douzième du côté de Perez. Treizième pour Ricardo, ça doit lui rappeler des mauvais souvenirs. Tu l'as mentionné aussi, son fameux poignet la saison dernière. Quatorzième pour Gasly. Quinzième pour Sargent. 16e pour Guan Yu Zhou, 17e pour Ocon, 18e pour Bottas. Et là, c'est là le 19e pour Carlos Sainz et 20e pour Hülkenberg. Ils ont eu des problèmes, les pilotes, au cours de la journée. On disait c'est le vent. George Russell a été le premier à avoir une frousse. Ensuite, on a eu Sergio Perez. Il y a aussi eu Max Verstappen avant ça. Et puis, celui qui a pris le plus dur coup dans la journée, mais c'est Nico Hülkenberg qui est allé visiter la clôture de façon assez sévèrement. Il est correct, ça c'est l'important. La voiture, ben, peut-être qu'il s'est dit c'est pas grave si je l'abîme, puis la chose, ça se peut qu'on l'ait plus à la fin du week-end. Je continue d'être sur le même sujet. Il s'est dit t'as vu la voiture Mazepin, t'as pogneras comme ça. La chose, c'est qu'en tout cas, c'est ce qui est arrivé pour la journée. Comme on l'avait mentionné au début de l'épisode, ça donne pas grand-chose de s'étirer à faire des analyses avec ça, mais je vais quand même te demander de te commettre. Il nous reste un peu moins que 5 minutes à l'épisode. Si tu veux juste faire ta prédiction pour le week-end, même si je sais que c'est pas les meilleures conditions pour en faire une. Moi, je vais prédire une victoire je vais dire Lewis Hamilton. Je vais dire Oh, Lewis Hamilton en premier, OK. pour une raison que j'ignore. Verstappen, deuxième, Russell, troisième, quatrième, Piastri, cinquième, Norris.
sixième Leclerc et ainsi de suite. Après ça, ça importe un peu plus ou moins. Moi, c'est mes prédictions. On verra bien. Non, Je mais vous c'est pas battrai bien loin. fun. Écoute, les Mercedes semblent en grande forme aujourd'hui. Ça reste, c'est sûr, c'est un vendredi, comme on le dit, les conditions et ces choses-là, mais ils n'ont pas été déclassés, là. On a ici, c'est pas, si tu m'avais dit que ça va être Charles Leclerc ou Carlos Sainz qui va remporter le Grand Prix, mais là, je t'aurais dit, oh, ben là, Ouais, ils ont du travail à faire parce qu'aujourd'hui, ça avait pas l'air de ça. Mais, puis en plus, ce qui est surprenant, c'est que les voitures Ferrari, du moins, c'est ce que Fred Vasseur nous avance, que lorsqu'on arrive sur des configurations avec une haute appui aérodynamique, c'est ce que c'est à Zandvoort, on s'en sort bien. Mais là, c'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais encore là, est-ce qu'on n'a pas voulu on n'a pas voulu prendre trop de risques pour ne pas abîmer nos voitures? Ben, ouais, ça pourrait être une drôle de décision, mais je suis certain qu'il y en a qui se sont dit l'important c'est demain et pas aujourd'hui. On prend pas de risque pour rien. Ça peut faire partie de l'équation, mais en tout cas, si tu m'avais nommé les Ferrari, je t'aurais dit ils ont beaucoup de travail à faire, mais si tu me nommes Lewis Hamilton, il était dans les temps. C'est pas vraiment, c'est pas trop osé comme prédiction. C'est même très possible qu'il soit celui qui remporte le Grand Prix. De mon côté, j'y vais. Je pense que ça va jouer encore entre Lando Norris et puis Max Verstappen pour la pole position de demain, mais les vents changeants, comme on mentionnait, vont être présents demain, même s'ils vont être moins forts. On est pas loin, là, c'est très imprévisible. Il pourrait arriver n'importe quoi et se ramasser que l'un des deux pourrait aussi bien sortir en Q2 ou avoir un accident. Il y a aussi des drapeaux rouges qui vont être un facteur tout au long du week-end, encore plus en qualification. Tu le disais, c'est super important ta position sur la grille à Zandvoort, même si c'est mieux que c'était auparavant pour avoir des zones pour dépasser. Eh bien, si jamais il y a un drapeau rouge puis qu'il reste plus assez de temps pour qu'on retourne en piste pour se qualifier, on pourrait avoir un ordre assez spécial pour le Grand Prix de dimanche. J'ai rendu ça très intéressant. Donc, ça va être un facteur à prendre en considération, ce que on n'est pas à l'abri d'un drapeau rouge en qualification demain. Donc, certains pourraient avoir des surprises. Il ne faudrait pas trop attendre pour prendre la piste et inscrire un temps significatif. Sinon, on pourrait bien se faire prendre. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Jean-Christophe, je te remercie d'avoir été avec moi, d'avoir pris du temps de ton vendredi pour permettre à nos auditeurs d'avoir une idée peut-être plus concrète, même si on n'avait pas trop d'informations concernant ces fameuses séances de célib, mais d'avoir une meilleure idée de ce qui pourrait se produire au cours du week-end et d'être à jour surtout du côté actualité, des améliorations des différentes écuries. Ben oui, avec grand plaisir, comme toujours, de donner l'opinion que je peux donner. Donc, merci à toi, Martin, pour pouvoir me donner cette plateforme-là. Et à la prochaine, certainement, on va pouvoir se voir bientôt pour pouvoir confirmer tous ces beaux résultats-là. Bienvenue et je te souhaite une excellente soirée, mais surtout une excellente fin de semaine et un bon grand prix. Yes, pareillement pour toi. À la prochaine. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 23 août. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le Grand Prix des Pays-Bas. D'ici là, je vous invite à nous joindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ainsi que Instagram et bien sûr nous suivre sur Spotify en cliquant suivre et la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.